walking on. Oh, my mama, she gave me these feathered breaths. And your mama, she gave you those feathered breaths too. And when the sky drops all those feathers, and when the birds sing in the morning, I'll be a mama, I'll have a daughter. I'll be a mama, I'll have a daughter. And I'll give her melodies, I'll give her melodies. 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 And she'll be my little bird. And then she'll fly. She'll fly. She'll fly. Bienvenue en direct du plateau d'Esprit Meuble, l'endroit où il faut être un dimanche après-midi, je pense, vu le monde qu'il y a dans le salon aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, nous allons vous parler ce dimanche de l'objet connecté, du meuble connecté. C'est un mot un peu barbare, mais qu'on entend beaucoup. Il y avait d'ailleurs beaucoup de sujets à la télévision aujourd'hui, au journal de 13h, c'est incroyable. Et nous, ici, nous allons vous en parler avec deux invités. Avec Ludovic Gégère, Ludovic qui est responsable digital du groupe Coval. Bonjour Ludovic. Bonjour Sandrine. Et puis un invité très prestigieux aussi avec nous, Ludovic, sur ce plateau. C'est quelqu'un qui va bien sûr nous parler de ce qui est le monde digital, mais c'est un précurseur de l'Internet, mais je dirais un philosophe de l'Internet. Serge Soudoplatov, bonjour. Merci. Ça vous Bonjour. va, un philosophe de l'Internet ? Oui, pourvu que du monde digital. Pourvu que ça ne se contente pas de meubler la conversation. Dans ce nom du meuble, ce serait déjà pas mal. Vous êtes un spécialiste des évolutions digitales et bon, pour parler de l'objet connecté, du meuble connecté, ce qui va fortement intéresser forcément les exposants de cet événement, il fallait que vous soyez avec nous. Donc merci beaucoup d'être ici. Et Ludovic, on va commencer la première question avec vous. On a fait une étude pour l'événement, pour le salon, avec Sanfinco et l'IPEA. Et on s'est rendu compte que les Français avaient très envie et nous parlaient beaucoup de l'objet connecté. À votre avis, pourquoi ? Ils sont informés par quelle source d'information, les Français ? Je pense que les Français s'informent sur ce sujet en particulier par Internet, très clairement. Et il en existe déjà beaucoup. Et je vais prendre un exemple qui est à mon avis assez révélateur, c'est qu'aujourd'hui il existe à la FNAC un rayon objet connecté.
Donc c'est clairement une réalité. C'est plus un fantasme, c'est une réalité. Et donc ils sont intéressés par ça. Pourquoi ? Parce que en ce moment, ce qu'on trouve assez facilement, c'est des objets sur le quantify self, c'est-à-dire se connaître soi-même. C'est sur le bien-être, sur le sport, sur comment améliorer finalement. Alors le type d'objet, c'est une montre que l'on porte sur soi qui vous permet de vous dire si vous avez suffisamment marché dans la journée. Et ça donc, ressemble à ça. Oui, ça peut être une sorte de podomètre. Il y a Withings Pulse qui est un podomètre. Il y a aussi tous les bracelets qui permettent de savoir combien on a dépensé de calories dans la journée. Puis il y a la balance aussi, la balance connectée qui permet de... Qu'on déteste qu'on déteste, moi, que j'adore personnellement. Ma femme dit que je suis fou parce que je l'utilise tous les matins, mais c'est parce que je l'utilise tous les matins que j'ai une vision globale sur plusieurs mois. Et donc voilà, c'est ce type d'objet qui aujourd'hui fait fureur parce qu'il y a une réelle attente de pouvoir garder en mémoire ces informations. Garder en mémoire. Ce qui est bien le sujet d'ailleurs du monde digital, d'Internet. Garder en mémoire. Serge Soudoplatov, si je dis que vous êtes une sorte de philosophe de l'Internet, moi je pensais que les Français auraient peur de l'objet ou du meuble connecté. Or, un tiers des Français, c'est beaucoup, connaissent le produit et ont envie de ce produit sous certaines conditions. Pourquoi ? Alors, d'abord, je voudrais dire, moi je suis tout à fait d'accord avec Ludovic, les gens s'informent sur Internet. Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il y a le modèle de la télévision et la télé, elle est extrêmement biaisée. Elle vous montre toujours que le côté négatif des choses, etc. Non, les Français elle vous montre une vision parcellaire, en tout cas. Oui, mais si vous voulez aller sur plus Internet, loin, c'est beaucoup plus neutre. Et vous êtes beaucoup plus proche de la réalité. Je crois que les gens n'ont aucune raison d'être peur. D'abord, dans toute société, il y a des gens curieux, puis il y a des gens, je dirais, qui sont ont des peur. suiveurs. Oui. Mais si vous regardez Crossing the Chasm, La traversée du gouffre, l'extraordinaire livre de marketing high-tech, il y a toujours une première frange de technophiles qui achètent parce que c'est la technologie. Et tout de suite derrière, il y a des early adopters, les premiers adopteurs qui, eux, disent « Ah ben tiens, c'est intéressant ». Et puis derrière, ça suit. En fait, l'erreur, ce serait de croire que tout le monde va s'y mettre tout de suite. Non, je dirais c'est un processus. Et actuellement, nous sommes en train d'arriver. La tranche des technophiles est dépassée. Celle des premiers adopteurs est en train de se saturer. Et je crois qu'on arrive maintenant au grand public plutôt curieux. Comment on maîtrise ça, Serge ? Parce que la difficulté d'Internet et la difficulté du monde digital d'une manière générale, c'est le temps, c'est gérer le temps. Vous venez de le dire, c'est-à-dire aujourd'hui, après les early adopters, c'est-à-dire les premiers qui ont finalement répondu à l'usage, on va arriver dans le monde du consommateur général. Mais comment on le gère ? Parce que c'est très difficile. Finalement, le monde digital, c'est un monde transversal. C'est pas un monde vertical avec une hiérarchie des choses, une hiérarchisation de l'objet. D'abord, c'est très compliqué de dire qu'on perd du temps. Moi, je suis pas d'accord. Non, j'ai pas dit perdre du temps. J'ai dit comment on gère ce temps. Parce que ça va vite. On le gère comme on le gérait avant. Simplement, ce qui va vite, c'est juste la révolution elle-même. Mais remarquez à quel point, une fois que vous avez fait l'effort de comprendre comment ça marche, et c'est ça où il y a peut-être une perte de temps. Une fois que cet effort est fait, je dirais, au contraire, on gagne du temps. Je veux dire, avant, tout ce que les gens faisaient à la main, tous les matins, ils notaient, ils se posaient, puis ils notaient, quoi. Là, ça prenait 10 minutes de faire ça. Aujourd'hui, ça y est, c'est instantanément dans votre smartphone. Donc, au contraire, on gagne du temps. Donc, l'illusion de la perte de temps, elle est uniquement dans l'effort de compréhension de comment ça marche. Or, aujourd'hui, on sait faire des objets qui ont quasiment plus besoin de notice d'emploi. Je vous rappelle que l'iPhone, c'est quand même le premier objet qui se vend sans notice d'emploi. La Withings Pulse, que le Ludovic citait, c'est une boîte française, en plus, il faut quand même le dire. La Withings Pulse, c'est un objet qui n'a pas de notice d'emploi. On le prend, on appuie, ça marche et ça y est. Donc, au contraire, on gagne énormément de temps sur la phase d'acquisition, de compréhension de comment ça marche. Alors, pour être concret et qu'on vous donne des exemples qui parlent, il y a eu un premier objet connecté. On a tous beaucoup rigolé avec cet objet connecté parce qu'il me semble qu'il ressemblait à un petit lapin. C'est ça ? Et on a dit, mais c'est quoi cet objet ? Il s'agissait de quoi, Ludovic ? Le premier objet connecté. Alors, le premier objet connecté, c'est il y a quand même... le Nabastag. 2007. Qu'est-ce que je dis ? 2002 peut-être. 2003. 2003. Me semble-t-il. Le lapin Nabastag. Et oui, en effet, cet objet, il était connecté, c'est-à-dire qu'il était connecté au Wi-Fi, permettait de clignoter quand il y avait une connexion, il permettait de lire les emails. Donc, il n'avait pas forcément un intérêt pour le consommateur, mais il avait un intérêt, c'est qu'il avait ouvert une voie. Et il avait ouvert la voie des objets qui pouvaient être utiles en étant connectés. Et c'est ça l'intérêt qu'on a vu à l'époque sur le Nabastag, qui a quand même été vendu à 200 000 exemplaires. C'est un objet français ?
C'est un objet français. En fait, la personne qui a inventé cet objet connecté, c'est un peu le père fondateur des objets connectés, c'est Raphaël Adjian. À votre avis, pourquoi on a inventé les objets connectés ? Qu'est-ce qu'il y avait derrière dans l'utilisation, Ouais. Serge ? D'abord, je voudrais dire une chose, les objets connectés existaient depuis bien avant. Ce qui s'est passé, et qui pour moi est une grande rupture, et là il faut comprendre un petit poil la technologie, c'est qu'Internet c'est un processus d'innovation ouvert. C'est-à-dire que les standards et les protocoles sont ouverts alors que les premiers objets étaient dans ce qu'on appelait l'innovation fermée. C'est-à-dire que chaque fabricant avait sa manière de communiquer et puis c'était pas ouvert aux autres. Donc du coup, ça s'est pas répandu parce que quand on connectait un objet, on était obligé d'être lié à l'objet de ce fabricant. Tandis qu'aujourd'hui, on peut interconnecter plusieurs objets. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qui a libéré la créativité du côté des fabricants. Maintenant, j'ai aucun problème à m'y lancer, puisque si c'est un protocole ouvert, je sais que ça s'inscrit dans le cadre d'une chaîne technologique, Internet, qui fait que, je dirais, il n'y a pas à acheter un routeur, par exemple. Tout le monde a une box chez soi, donc ça peut se connecter à la box. Avant, il fallait acheter la box aussi. Et donc, je pense que c'est cette extraordinaire facilité de jeu de Lego, justement, d'Internet, qui a fait que du côté des fabricants, eh bien, l'imaginaire s'est débordé. Je voudrais vous rappeler qu'aujourd'hui, si vous regardez sur Indiegogo, qui est une grande plateforme de financement participatif, tous les plus grandes campagnes aujourd'hui sont des objets connectés. Des campagnes à plusieurs centaines de milliers, voire plus d'1 million de dollars. Bon. Et donc, les imaginaires sont débridés. Et qu'est-ce qui se passe quand les imaginaires se débrident ? Eh bien, en face, les clients, les utilisateurs, on va dire, plus que les clients, qui, eux, sont toujours à la quête de quelque chose de nouveau, eh bien, ils ont pu y aller. Ils se sont connectés pour le coup. Exactement. Et donc, on a créé une industrie. Et ça, il faut remercier Internet et l'innovation ouverte. C'est que ça a permis de lancer une industrie. Et bien après, une fois que la mayonnaise est prise entre ceux qui sont innovants du côté fabricant et innovants du côté utilisateur, après, la mayonnaise prend. Est-ce qu'on pourrait dire qu'en fait, au fond, ces objets connectés ont pu exister grâce à Internet, comme vous venez de le dire, parce qu'Internet n'a pas de hiérarchie ? C'est-à-dire qu'on peut inventer des choses sans pour autant trouver une colonne vertébrale qui soit verticale, mais on est plutôt dans l'horizontalité. C'est-à-dire on a envie d'un objet, on va aller chercher l'utilisateur au fond avec cette ouverture d'esprit. Est-ce que ça a dégagé, ça a permis justement d'aller vers ce type d'objet ? Au-delà même du fait qu'il n'y a pas de hiérarchie, je dirais que ce n'est plus l'apanage des grosses structures. Oui, ça c'est la grande nouveauté. C'est très clairement... plus l'apanage des grosses structures, mais j'ajouterais quelque chose qui était très intéressant, c'est qu'il y a un contexte qui est favorable à l'objet connecté, le fait d'avoir Internet qui est ouvert, mais aussi les smartphones. Il y a un tel taux de pénétration des smartphones, que ce soit en France ou ailleurs, qui aujourd'hui en France c'est 45-47%, enfin bon on peut se battre sur les chiffres, mais c'est entre 40 et 47%, et on utilise aussi le smartphone comme lien avec Internet, pour connecter les objets. Donc avec un contexte si favorable, et puis de toute façon, pour moi, le smartphone est un objet connecté. C'est un agenda. Bien sûr. Et souvent, on se plaint parfois que ce sont de mauvais téléphones. Mais ce sont d'excellents objets connectés. Et là, on est clairement dans l'objet connecté. Et ça permet de... On est dans un contexte extrêmement favorable. C'est le sujet d'ailleurs des 4 jours du plateau. C'est mobilier, mobilité. C'était d'essayer de comprendre comment le monde du meuble va évoluer avec cette notion de mobilité. C'est-à-dire, c'est bien pour ça qu'on a aujourd'hui un plateau sur l'objet connecté. Les objets connectés ont progressé, mais jusqu'où va-t-on aller ? Est-ce qu'on a une vision aujourd'hui où justement l'horizon est tellement ouvert que ça va être... on n'a pas de vision ? Serge ? Ça, je dirais, cette question, avoir une vision, c'est l'ancien schéma où il y a un directeur marketing, une boîte qui a une vision. Aujourd'hui, c'est une profusion de petites boîtes, chacune ayant une vision sur un truc. Il y en a qui vont se planter, il y en a qui vont pas se planter, mais c'est comme ça que ça a marché. On est vraiment dans ce qu'on appelle l'innovation par percolation. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui a une idée, il l'essaye, et puis quelqu'un avait une idée proche, et puis après, il y a des mécanismes de renforcement. Mais in fine, de toute façon, ce qui est génial aujourd'hui dans le monde Internet, c'est que c'est fini les entreprises qui imposent aux clients ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, ce qui marche et ce qui a du sens. Donc, ce qui émerge aujourd'hui, moi je suis d'accord avec Ludovic, le Quantify Self, ça émerge pourquoi ? Parce qu'il y a un problème de santé, les gens veulent avoir des informations sur comment ils fonctionnent, comment ils vivent. C'est pour ça. Donc ça a du sens. Quand on essayait des fois de faire des trucs de domotique dans des mondes fermés, on faisait des machins qui n'avaient pas forcément toujours du sens. Ce qui n'a pas de sens aujourd'hui, ça ne marche pas. Il faut donner du sens, y compris dans les objets, y compris dans le meuble, je suppose. Est-ce que c'est un marché qui va exploser ?
Ludovic, moi, qui est près du produit, vous. Oui, c'est un marché qui est en train d'exploser, donc qui va forcément exploser. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est obligé de changer de protocole. Aujourd'hui, on est en IPv4, c'est-à-dire on donne des chiffres, des suites de chiffres pour savoir l'identité d'une personne ou d'un objet. Et il y aura tellement d'objets connectés d'ici peu de temps qu'on est obligé de passer en IPv6. On prévoit des milliards et des milliards d'objets qui seront connectés et le protocole actuel ne permet pas d'avoir autant d'objets. Donc ça prouve qu'on sait déjà que ça va être colossal. Est-ce que si on se met dans un fauteuil relax trop longtemps, le fauteuil doit vous dire attention, vous êtes en train de faire du gras, vous êtes en train de... Ce qui est intéressant finalement avec l'objet connecté, je pense qu'il faut le voir dans l'autre sens. Un objet tel qu'il est là tout seul, il ne sert à rien. En revanche, maintenant qu'on peut le connecter, ça peut créer de nouveaux objets. Des nouvelles données. Justement, là, il y a un exemple derrière nous, c'est un objet qui ne pouvait pas exister avant d'être connecté. C'est le Flower Power de Parrot. C'est pour les gens qui n'ont pas la main verte. Donc je le mets, voilà, moi non plus. On le met dans la terre et il donne toutes les informations. Il nous dit sur notre smartphone, c'est le moment de mettre des engrais, c'est le moment de la tailler, c'est le moment de mettre de l'eau. Donc cet objet sans la connexion, finalement, ne pouvait pas exister. Donc il faut, je pense, voir un peu plus loin et se dire des objets d'aujourd'hui peuvent être connectés, peuvent apporter quelque chose de plus par l'interopérabilité. Tout simplement, je monte sur ma balance. J'ai pris trop de poids, en tout cas je suis au-delà de mon poids de forme, j'ouvre mon frigo et il va m'éclairer que les produits que je suis censé manger. Bon, on n'a peut-être pas envie d'arriver jusque-là, parce que c'est bien d'avoir le choix, mais il faut penser ce genre de choses, il faut penser des nouvelles façons de fonctionner et surtout peut-être de nouveaux objets. Serge Toudoplatov, c'est aux philosophes davantage que je parle là. En quoi ça correspond à une société? En quoi la rencontre a pu se faire entre les hommes et les objets connectés? Parce qu'avant, on savait quand il fallait arroser un pot de fleurs. Aujourd'hui, on ne sait plus. Qu'est-ce qui a permis cette connexion, pour revenir au sujet? Dans l'exemple du pot de fleurs, moi je crois qu'il y a un phénomène qui est aujourd'hui comment on vit. On part tôt le matin, on rentre tard le soir. Le 8h midi, 2h, 6h, on pouvait arroser les plantes le midi, c'est fini. On part aussi en vacances, on part, etc. Donc, quelque part, on a besoin de déléguer chez soi tout un tas de fonctions qui finalement peuvent être déléguées grâce à la technologie et qui font qu'on n'a plus besoin de rentrer chez soi. Enfin, pour moi, le summum de tout ça, c'est les robots humanoïdes au Japon. C'est toute la robotisation au Japon qui rendent service quand on n'est pas là, etc. Et moi, je crois que c'est ça qu'il faut voir, c'est que quelque part, c'est une véritable aide à continuer d'avoir chez soi un environnement de qualité et beau, sans avoir ce côté pénible d'être obligé de rentrer pour faire des actes, alors que la mécanisation permet de le faire. L'automatisation, la mécanisation. Et moi, je voudrais même dire quelque chose, et ça, pour l'instant, je le vois très peu, peut-être Ludovic le voit mieux que moi, mais il y a tout l'aspect connecté pour l'utilisateur, pour l'usager. Bon. Mais il y a aussi tout l'aspect back-office. Est-ce que quelque part, un fabricant de machines à laver, par exemple, ne serait pas désireux de savoir la machine qu'il vend chez Monsieur Tartampion, combien de fois elle sert par jour, si jamais il voit une pièce qui arrive, qui tombe en panne, la réparer, etc. Et puis, deuxièmement, je voudrais ajouter là-dessus un autre truc. Bon, la crise arrive aujourd'hui, même elle est déjà là depuis longtemps. C'est l'extraordinaire opportunité de tout ce qui est le participatif. Ça se voit par exemple avec les perceuses, avec les outils. Une perceuse, ça sert 15% de son temps. Eh bien, se mettent en place des mécanismes de prêt. Si on pouvait mettre en place des systèmes qui suivent les usages de la perceuse pour pouvoir créer une économie parallèle entre les gens, on verrait tout un tas de choses extraordinaires se développer. Mais ça, c'est plus des visions... Oui, mais ça veut dire que l'objet connecté peut aussi être un objet qui dans la valeur de l'usage, qui peut nous proposer des données. Oui. Sur la façon de l'utiliser. Ça, très clairement, au niveau connecté au fabricant. Au niveau du consommateur, c'est aussi intéressant d'avoir la possibilité de voir ces données et d'essayer de les comprendre. Mais de l'autre côté, au niveau fabricant, c'est sûr que c'est un réel intérêt et c'est un intérêt pour améliorer aussi les produits. Si on se rend compte que la machine, finalement, elle tourne que 2 fois, mais elle a été conçue pour tourner 10 fois, c'est un exemple que je prends comme ça, autant la concevoir pour 2 fois. Et finalement, on gaspille moins et on répond plus aux attentes consommateurs. Donc, c'est vraiment gagnant-gagnant. On est presque au balbutiement, alors, donc, de la réflexion, parce qu'on est... Oui, on est encore au balbutiement, je pense, d'Internet tout court. C'est quand même très jeune. Mais moi, je voudrais même vous dire une chose. Moi, il y a quelque chose dont je rêve. C'est que quand je suis sur ma douche, j'ai sur la glace, parce que vous savez, on fait maintenant des glaces avec des trucs, je veux voir en temps réel la quantité de flotte
que je suis en train d'utiliser, que je suis en train, pas que j'ai, que je suis en train d'utiliser. Parce que vous savez, le problème de l'eau, de l'environnement, c'est pas par des normes et des règlements, hein, ça c'est très français. C'est déjà en amenant aux gens en direct la consommation qu'ils font. Mais en direct, en temps réel. Je veux que quand j'ouvre le robinet de ma cuisine, je vois quelque part, tac, les litres d'eau. Et là, ça va me donner conscience. Parce que vous êtes en train de faire. Pas honte, parce que la Conscience. réglementation, ça me donne honte. Ça va me donner conscience de ce que je consomme. Et rien que ça, je peux vous jurer qu'on résout plein de problèmes d'environnement, quoi. Les objets qui se connectent et se mettent à notre service, donc la valeur, elle est bien dans l'usage. La valeur de l'objet, elle est dans l'usage, dans comment il va me rendre service. Oui. La balance dont vous parliez, ce dont rêve Serge, c'est-à-dire dans l'usage au quotidien, Bien sûr. ça va me rendre un immense service. Je vais savoir que je consomme trop d'eau par rapport à la majorité des Français, donc je vais arrêter ma douche. C'est vraiment dans l'usage. C'est là où il doit répondre. C'est clairement apporter un usage supplémentaire à un objet que, finalement qu'il ne l'apportait pas à la base. Pourquoi il n'y a pas encore beaucoup d'objets connectés alors ? Alors, c'est pareil, on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein, mais si vous regardez la couche de progression, n'oubliez pas, ce que je disais, c'est d'abord, ce sont les technophiles. Puis ensuite, ce sont les early adopters. Quand on est dans ce niveau de rupture, on va dire, hein, ou plutôt de renaissance, moi je crois que le monde, on n'est pas en pleine révolution, on est en pleine renaissance actuellement. Il ne faut pas croire que c'est l'ensemble des gens qui s'y mettent. Chaque personne individuellement s'y met très vite. Mais l'ensemble de la population, il va falloir attendre quelques années. Mais moi, je peux vous jurer, on se revoit ici dans 5 ans, on ne parlera même plus du terme objet connecté. Ils seront connectés. De la même manière qu'Internet, c'est un alphabet, bientôt, on ne fera plus de conférences sur Internet, quoi. Voilà. Tout le monde sera appris à lire, à écrire, on continuera d'écrire des tas de bouquins, on fera des conférences sur les bouquins, mais pas sur l'alphabet lui-même. Est-ce que ça fait peur aux gens, vous pensez, l'objet connecté parce qu'avec les smartphones, la géolocalisation, c'est-à-dire qu'on peut vraiment être connecté à tout moment d'une journée. Est-ce qu'on n'a pas envie de se déconnecter, justement, de l'objet ? Ça fait forcément peur, puisque y a quand même des données qui sont des données qu'on n'a pas forcément envie de partager. Et ces données, elles sont sur des serveurs, et ces serveurs, on peut les hacker. Et on a tous eu des problèmes un jour avec notre carte bleue qui a été hackée, etc. Donc ça fait forcément peur à ce niveau-là. Mais il ne faut pas ne pas avancer à cause de la peur. Mais c'est logique. Oui, en tout cas, il faut la gérer quand on en fabrique. Voilà. Ou quand on a envie d'avoir un discours vers le consommateur et l'utilisateur. Mais il faut gérer ce discours. Exactement. Ce que vous citez, c'est la fin de la queue de la distribution, hein. De même qu'il y a des technophiles, il y a des gens qui n'iront jamais parce qu'ils auront la trouille. Bon. Mais ça va venir petit à petit. Il y a encore des gens qui refusent de lire des livres, hein. Ouais. Est-ce qu'il y a des pièces de la maison, justement, plus favorables que d'autres à l'utilisation de l'objet connecté ? Alors, aujourd'hui, déjà, il y a des pièces qui sont beaucoup plus connectables. Par exemple, la chambre de l'enfant. On a vu passer tout à l'heure le babyphone connecté, donc de WeThings, que je rappelle qui est français et cocorico, parce que c'est vraiment des un produit français. Produit français. Ils ont plusieurs produits, la balance, le Pulse et le babyphone connecté, et c'est vraiment des pontes dans l'objet connecté. Donc il y a la chambre d'enfant, il y a la salle de bain, bien évidemment, donc avec l'exemple que vous avez donné, qui est un excellent exemple, puisque je crois très sincèrement que dans un problème global, il n'y a que des solutions locales. Donc avec des petites solutions comme ça qui rappellent et qui prennent conscience, on risque de vraiment apporter de vraies réponses. Et puis il y a la cuisine. La cuisine, voilà, qui est une pièce de la maison très intéressante. Oui, qui est très intéressante. Mais aujourd'hui, il faut se libérer pour avoir potentiellement des idées qui n'existaient pas sur comment finalement connecter, quoi apporter par la connexion. Oui. Et je dirais donner du sens, ce que dit Serge. Oui, depuis longtemps, Bill Gates a déjà connecté ses WC, hein. Il paraît que quand on va, j'y suis pas allé, mais quand on va dans les WC de Bill Gates, il y a des écrans, puis on peut surfer sur le net. Alors, vous parliez du Japon tout à l'heure, c'est très intéressant parce que je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais ça doit être dans la philosophie de cette population, ça doit être dans l'ADN de cette civilisation. L'objet connecté, pour eux, ça a toujours été un objet à part entière. Oui. C'est-à-dire dans le côté, mais là, carrément dans le côté humain de l'objet connecté. C'est-à-dire que l'objet connecté aujourd'hui, ça reste un objet assez froid et techno. Eux, ils y ont rajouté un sens humain. Alors moi, je suis allé voir Ishiguro, qui est le patron d'un laboratoire d'Osaka qui fait des robots humanoïdes. Oui. C'est la combinaison de deux choses, le Japon. Premièrement, c'est un pays qui a très peu d'immigrés, mais qui a beaucoup de personnes âgées. Donc, puisqu'il n'y a pas d'immigrés pour faire des services à la personne, depuis longtemps, hein, depuis même avant Internet, les machines répondent ça. Moi, j'ai une amie japonaise qui me disait que sa mère avait une bouillarde
Et si jamais sa mère s'évanouissait et que la bouillarde ne s'arrêtait pas, ça l'appelait elle par téléphone. Bon. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'au Japon, tout a une âme. Même le microphone que vous tenez ici a une âme. Donc, pour les Japonais. Pour les Japonais, oui. Donc de construire des objets, de rendre les objets interactifs, comme les objets ont une âme, ça pose aucun problème. Et d'ailleurs, Ishiguro le dit très bien dans une de ses vidéos, il dit « les robots sont nos amis ». Et c'est comme ça que les robots viennent rendre service et garder les personnes âgées qui sont donc de ce fait surveillées par ce robot humanoïde. Pas surveiller, aider. Oui, surveiller dans le sens où, puisqu'ils sont connectés, ça vient aider la personne et la surveiller. À quel domaine le meuble connecté peuvent-ils être utiles? Puisqu'on est ici au salon du meuble, dans un salon du meuble, de l'ameublement. Très clairement, au domaine du bien-être et de la santé, ça, il n'y a pas de doute, puisque si un meuble qui va nous permettre de mieux connaître finalement certaines choses sur notre vie va nous permettre de l'améliorer. Donc ça, c'est déjà un premier point. Et puis peut-être nous apporter un savoir qu'on n'avait pas. Donc des recettes de cuisine, enfin je prends des exemples simples, mais c'est tout aussi intéressant. Le canapé peut avoir une fonction et être connecté? Non, la chaise, le moi, relax. je dirais, Ludovic a raison, il y a d'abord le domaine de la santé, il y a tout ce qui est du domaine de l'information. Je veux dire, il y a des magnifiques pubs de Corning, par exemple, où vous avez des miroirs, et puis il y a la météo de la journée au matin au petit-déj, il y a l'état du trafic, etc. Ça, j'y crois énormément. Canapé... Peut-être un jour, je ne sais pas, mais pour moi, ce n'est pas le premier. Je veux dire, dans un canapé, ce qu'on veut... Et pour répondre à votre question tout à l'heure, parce qu'on est de plus en plus connecté, on va avoir de plus en plus besoin de zones de non-connexion. Et le canapé, on y fait plein de choses. Il suffit de voir des pubs qui décrivent même. On y fait même des bébés, dit une pub. Pas pourquoi, mais peut-être je me trompe, mais ce ne sera pas parmi les premiers endroits où on se connectera. La santé et l'information avant tout. Santé, information. Information, très clairement. Il y a Netatmo aussi qui a créé une station météo pour les particuliers qui permettent finalement d'avoir des informations chez soi sur la météo, sur la qualité de l'air. Et donc tout ce qui est lié à l'information fonctionne très bien. Tout à fait. Puis aussi, c'est Kous, c'est le français qui vient de faire une espèce d'iPad qui donne des recettes de cuisine. Tout à fait, ouais. Et il vient c'est Oprah Winter qui vient de le dire que c'était un des cadeaux de Noël. C'est une boîte française, le mec il vient de Montceau-les-Mines et il fait comme un iPad, sauf qu'il est beaucoup plus résistant, on peut le nettoyer avec de la flotte. On utilise dans la cuisine. Tout à fait. Dans la cuisine pour les recettes. Et aux États-Unis, Oprah Winter a dit que c'était un des 20 cadeaux de Noël qu'il fallait acheter. Vous vous rendez compte on parle d'un mec de Montceau-les-Mines. Les mines, pour nous, Montceau-les-Mines s'associe à On ferme des mines. Alors que pour les Américains, c'est associé à une boîte française qui développe un outil fabuleux. Les objets connectés devraient même être connectés entre eux. Ça, c'est aussi une évolution et une révolution. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est la logique. Les prémices, c'est de l'interopérabilité entre les objets. Mais il faut voir l'intérêt que ça peut avoir. Mais manifestement, ça en aura. Aujourd'hui, ça n'existe pas vraiment. Mais on peut avoir un objet qui peut être connecté. C'est par exemple mettre une puce sur ses enfants. Et à partir du moment où ils quittent l'appartement, ça nous envoie un SMS. Donc là, on a une information, et puis quand ils rentrent, de la même manière, ça peut envoyer un email, parce qu'à ce moment-là, on est au travail. Bon, c'est une interopérabilité pour l'instant pas très intéressante, mais au fur et à mesure, ça peut vraiment avoir un intérêt, oui, tout à fait. C'est ce qu'on appelle le machine-to-machine, le M2M. Et alors là, comme disait Ludwig tout à l'heure, oui, il y a la mobilité qui rentre énormément en jeu. Donc c'est tout ce qui est, on se déplace et ça envoie des informations sur le déplacement. En Angleterre, alors c'est marrant parce que pour les Anglais c'est innovation, pour nous esprit français c'est plus douteux, mais les personnes qui acceptent que la voiture envoie à la compagnie d'assurance des informations sur le trajet ont des premiums à payer qui sont moins chers, parce que la compagnie peut vérifier que quand quelqu'un dit qu'il n'utilise pas sa voiture sur le trajet domicile-travail, eh bien c'est vrai. Et donc du coup, on fait payer l'assurance. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est sur l'angoisse des gens, le côté un peu anxiogène, d'avoir le sentiment d'être tout le temps connecté, donc tout le temps en surveillance. D'une assurance, d'un patron qui pourrait... Puis en France, on est particulièrement frileux sur ce genre de choses. On a été les quasi seuls en Europe à voir le nombre d'inscrits à Facebook baisser. Donc on a très peur. Pour quelle raison ? Pour quelle raison ? Parce qu'on avait peur qu'on utilise nos données, ne plus maîtriser son soi digital.
Je le verrais C'est un comme grand ça. sujet en ce moment, ça, C'est un Ludovic. grand et un excellent sujet. Ouais, tout à fait. Pour tout le monde. Hein, Mais, pour tout le monde. Mais pour les marques qui les souhaitent Français, justement ouais. aller vers les utilisateurs et les faut- utilisateurs qui de plus en plus ne veulent plus partager leurs données. il va être nécessaire de les rassurer. Comment on rassure un consommateur ? Ça, c'est une bonne question. J'ai pas Moi, la je dirais, réponse. effectivement, on l'a vu avec la NSA, qui a fichu un bazar bins, c'est pas absolument, qui va coûter aux Américains 30 milliards de dollars. La perte de revenus dans le cloud toutes les entreprises, ils le chiffrent à 10 milliards de dollars par an sur les 3 ans. Moi, ce que je pense, c'est que la question fondamentale qui est derrière, c'est la question de confiance. À qui fait-on confiance ? Est-ce qu'on fait confiance à Google, à Facebook ? Non. Est-ce qu'on fait confiance aux États ? Encore moins. Est-ce qu'on fait confiance aux grandes boîtes ? Non. Et aujourd'hui, le dernier refuge de la confiance, c'est la communauté. Et je pense que c'est là où, quand on est dans des communautés, on va échanger, etc. D'où l'intérêt au niveau des objets connectés de créer des lieux communautaires où les gens pourront avoir confiance dans un certain nombre de choses. Moi, je sais que, par exemple, je suis à peu près persuadé qu'il y aura de plus en plus de fournisseurs d'accès à Internet alternatifs. Ce sera ni France Télécom, ni Free, ni Orange, ni Free, etc. Ce seront des accès Internet communautaires. Qu'est-ce que, aujourd'hui, vous pouvez dire du monde Internet ? En quoi ça a bouleversé le plus l'homme dans son quotidien ? Je crois, d'abord, Internet, c'est pas un média, c'est pas une technologie, c'est un nouvel alphabet. Et à quoi sert ce nouvel alphabet ? Si je voulais résumer Internet en une phrase, c'est ce qui nous permet de passer d'une somme d'intelligence individuelle à une intelligence collective. C'est-à-dire, je suis absolument persuadé que tous les grands problèmes de la planète, l'environnement en étant un, mais la surpopulation dans certaines zones, etc., c'est uniquement si on arrive à faire une intelligence collective qu'on y arrivera. Alors, une intelligence collective, c'est pas une somme d'intelligence individuelle. Moi, j'ai vu des managers dans un comité de direction, tous individuellement intelligents, devenir collectivement idiots. Mais si vous prenez l'inverse, si vous prenez Wikipédia, par exemple, qui est la quintessence de l'Internet, il n'y a pas de prix Nobel qui est écrit dans Wikipédia. Ce ne sont pas tous des gens qui sont lumineux, extraordinaires, etc. Ce sont des gens ordinaires au bon sens du terme, sauf qu'ils sont animés de la même passion, qui est de fournir leur atome de connaissances, de partager leur atome de connaissances au sein d'une structure commune qui s'appelle Wikipédia. Et donc ça, c'est typiquement l'intelligence collective. Mais vous savez, l'intelligence collective, ça a été développé pour la première fois en 1922 par Pierre Teilhard de Chardin, qui a dit il y a l'atmosphère qui nous apporte l'oxygène pour vivre, il y a la biosphère qui crée les chaînes alimentaires pour qu'on se nourrisse, et il y aura la noosphère qui sera la sphère des idées interconnectées. Eh bien aujourd'hui, Internet permet de commencer à construire cette noosphère. Donc c'est une bonne nouvelle. Donc c'est Oui. une relation très humaine. C'est l'évolution, parce qu'on pourrait dire que l'Internet, on a commencé par de la techno pure, froide, très, très en décalage avec l'humain. Aujourd'hui, ça veut dire qu'on va vers cette humanisation d'Internet. C'est-à-dire que cette communauté, elle est quand même très humaine. Les communautés qui ont construit Internet n'étaient pas des gens purs et froids. La technologie, oui. Mais quand Tim Oui, mais ça Berners-Lee s'adressait à... C'était très techno, c'était très froid, très... Oui, mais... Il n'y avait pas d'humanisation de l'Internet. Si, mais non, si, parce que justement, par exemple, les premiers services sur Internet qui ont marché étaient les forums de discussion. C'était un forum sur la science-fiction. Exact. Mais la véritable, pour moi, la première grande rupture, c'est en 90, quand Tim Berners-Lee invente le web, qui, je vous rappelle, n'est pas Internet. Internet, c'est les années 60, le web, c'est les années 90. Bon. C'est là où il dit, nous allons interconnecter du contenu. Et aujourd'hui, nous commençons à interconnecter les gens. Mais moi, ce que je crois fermement, c'est que on vit la même chose que la Renaissance. Il ne faut pas oublier qu'à la Renaissance, c'était un foutoir. Enfin, je veux dire, les gens ne savaient plus où ils étaient, le passé se délitait, etc. Quand on regarde aujourd'hui, c'est vraiment ça. Mais en revanche, à la Renaissance, il y a eu des inventions technologiques extraordinaires que vous pourriez nommer en disant froides. Et aussi les plus grands artistes. Les plus grandes créations. Et d'un seul coup, se crée une espèce d'alchimie qui fait qu'on se restructure autour de cette nouvelle technologie et qu'on invente ensemble un nouveau modèle. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Et ce qu'il faut casser, c'est ce schéma hiérarchique, ces sachants qui savent, les sachants étant soit les ministres, soit les hauts fonctionnaires, soit les directeurs marketing des grands groupes. Aujourd'hui, c'est des tissus de petites PME qui n'ont pas du tout cet aspect orgueilleux, qui arrivent et qui créent de la valeur et qui ont cette chance extraordinaire, c'est qu'elles sont interconnectées, tout comme les objets le sont. Ludovic ? Je ne peux qu'être d'accord, oui, tout à fait. Ouais. Donc il ne faut pas avoir peur. Quand on est un acteur aujourd'hui, on s'adresse quand même à des grands patrons, à des grandes entreprises du monde de l'ameublement. Internet, ça doit être au service d'eux et connecté et interconnecté entre ce qu'on fabrique, les distributeurs, les magasins,
Il faut surtout pas avoir peur, puisque de toute façon c'est en marche, donc il faut arriver à prendre ce train en marche et le faire en sorte que ça fonctionne. Qu'on soit une grosse entreprise, on peut arriver à fonctionner sur Internet et les objets connectés. Donc il faut juste comprendre comment fonctionnent les gens. Internet, ce qui est magnifique, et je suis totalement d'accord avec tout ce que vous avez dit, c'est que ça a remis l'humain au centre. Mais ça, c'est nouveau, je pense. Oui, ça, c'est nouveau, mais Ouais. c'est tout l'intérêt. l'origine. Mais ça, c'est nouveau. Ouais, mais c'est tout l'intérêt. Ouais. Et donc, l'objet connecté, c'est bien pour une personne et c'est bien à l'usage et donc pour l'utilisateur. C'est Tout dans à cela fait. que ça peut créer une mini-révolution. Encore un sujet, puisque c'est passionnant de bavarder avec vous deux. Il y avait hier un salon dont on dit que c'est la 3e révolution industrielle. Il s'agit là de la 3D. Est-ce que vous connaissez un peu le sujet, bien évidemment, je suppose, mais là aussi, avec Internet, il y a une évolution sur cet objet en 3D, sur la personnalisation, sur l'objet pour soi, sur la santé, c'est complètement fou ce qui est en train de se passer là. C'est une des innombrables 3e révolutions de sûr. l'Internet. Je crois que ce qui est intéressant derrière le modèle de la 3D, d'abord, non seulement qu'on puisse fabriquer chez soi un objet, donc il n'y a plus à attendre d'aller le chercher. Mais surtout, c'est que ça se combine très souvent avec justement le mouvement Open Innovation et Open Source. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont mettre des objets, des schémas d'objets disponibles gratuitement qu'on pourra télécharger et qu'on pourra construire chez soi. Et je pense que là, il y a quelque chose qu'on ne perçoit pas. Même moi, je ne suis pas forcément capable de dire quels seront tous les usages de ces imprimantes 3D. Mais ce qui est sûr, c'est que notre vie va quelque part extraordinairement changer quand on va s'apercevoir qu'on a la possibilité de créer certains objets. Ça ne va pas tout tuer, de la même manière que le livre n'est pas tué par Internet. Il faudra toujours des artistes, des designers, il faudra toujours des artisans au sens noble du terme, des compagnons. Les compagnons, d'ailleurs, c'est pas Internet qui les a tués. Moi, je me souviens quand Giscard disait il faut redonner du sens au travail manuel. Le seul truc qu'il a fait, c'est que le premier des compagnons avait le droit d'aller à l'école des ponts. Enfin, moi c'est l'inverse que j'aurais fait. J'aurais pris le premier d'école des ponts. J'aurais dit vous allez apprendre ce que c'est que le vrai métier manuel, quoi. Bon. Mais voilà. Mais moi, je crois qu'il y a des choses, mais pareil, personne n'est vraiment devin. Il y a des gens qui créent des éléments et tout ça, ça s'interconnecte, quoi. Ce que ça ouvre, c'est l'esprit, au fond. Ah oui, ça ouvre l'imaginaire, ça ouvre les chakras, ça débride, quoi. C'est ça qui est magique. C'est-à-dire qu'Internet ouvre les esprits parce qu'il n'y a plus, moi c'est ça qui me fascine, cette verticalité. On part d'en haut, on descend en bas, ou on part d'en bas et on monte vers le haut. C'est une horizontalité, c'est une transversalité des choses qui permet une ouverture d'esprit, qui permet à des jeunes gens d'aller sur Internet pour développer des projets et pouvoir réussir des choses qu'ils n'auraient jamais réussi avant et trouver cette fameuse communauté. Mais oui, plus que l'horizontalité, la transversalité, c'est de l'intelligence en réseau. Oui. L'intelligence en réseau. J'ajouterais sur l'imprimante 3D, ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est une évidence. On a vécu à peu près cette semi-révolution sur la musique. À partir du moment où on a commencé à partager la musique en peer-to-peer, ça a créé des gros soucis à Universal. À partir du moment où on a commencé à partager des vidéos, ça a clairement un peu tué le DVD. Et des métiers. Et des métiers. Derrière. Mais il faut savoir se réinventer. De toute façon, c'est en marche. On ne pourra pas l'arrêter. Universal a essayé de se battre, n'a pas réussi et a perdu. Là, de la même manière, on aura besoin de designers, on aura besoin de gens qui inventent, mais on va partager en open source. Pourquoi pas réparer un objet en imprimant la petite partie qui permet de le réparer. Enfin, il y a vraiment une ouverture, une possibilité qui va avoir lieu avec l'imprimante 3D qui est colossale. Oui, donc c'est quand même aujourd'hui... Et vous l'avez dit à plusieurs reprises, Ludovic, un monde qui est en marche, lui résister, ce serait perdre beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Impossible. Aller dans son sens, mais trouver la réponse pour l'utilisateur in fine par l'usage, ça c'est ce que doivent faire tous les exposants des stands aujourd'hui. En tout cas, réfléchir à c'est quoi ce monde-là et comment on va pouvoir y aller, par quel type d'outils et pour quel usage. Il faut réfléchir intelligemment, c'est facile à dire, mais c'est quoi intelligemment? C'est se poser, se dire, ok, je veux bien aller dans l'objet connecté, mais je vais apporter quoi? Quelle solution? Qu'est-ce que je sais faire? À quoi ça sert? Parce que sinon, je connecte une brosse à dents et je sais que je me brosse les dents 2 fois par jour, mais je le savais déjà, ça n'a aucun intérêt. Il faut toujours penser qu'est-ce que je peux apporter qui a un réel intérêt, une vraie valeur ajoutée. Et à ce moment-là, on va dans la démarche qui est une démarche commune, qui est la démarche d'Internet. Mais moi, je crois qu'aujourd'hui, une entreprise, il faut 3 savoir-faire fondamentaux.
il faut bien sûr un ingénieur, mais il faut un designer et il faut un ethnologue. L'ingénieur pour faire, le designer pour faire beau, et l'ethnologue pourquoi ? Pour observer. Moi, je ne crois plus aux études marketing. Vous savez ce que c'est qu'une étude de marché ? C'est le directeur marketing qui élimine toutes celles qui ne sont pas d'accord avec ce qu'il pense lui, quoi. Bon. Moi, ce que je crois aujourd'hui, c'est qu'il faut avant tout observer, regarder, et en déduire des choses qui ne sont pas perçues. Et il y a un exemple qui, pour moi, est magnifique, et en plus, est dans le domaine du mobilier urbain, qui est avant Internet, c'est Decaux. Quand Decaux crée ses mobiliers urbains, c'est parce qu'il observe des gens qui sont sous la flotte à un arrêt de bus. Et il se dit, mais c'est pas possible. Et puis après, il se dit, mais pourquoi ils n'ont pas un toit ? Ils n'ont pas un toit parce que les municipalités n'ont pas de fric pour investir. Mais si moi, je vous le construis gratuitement, je me rémunère sur la pub. Il a fait un modèle Internet avant la lettre, Decaux. Etc. Bon. Voilà, Decaux était avant tout un ethnologue. Et aujourd'hui, il faut un observateur observer. du monde. Exactement. Ouais. De la même façon, il a mis en place les fameux vélos qu'on peut prendre dans un endroit et ramener à un autre endroit, et avec surtout, ce service de location. Il a fait... C'est l'usage. Puis il a retiré, puis il a remis de l'open data. Et ça, donc, il a fait de la co-construction avec les gens. L'open data, c'est quoi ? C'est dire, il y a 3 informations qui sont importantes. C'est où sont les bornes, combien il y a de vélos disponibles par borne, et combien il y a de slots disponibles par borne. Eh bien, au début, il n'y avait que Decaux qui savait. Puis un jour, il a eu l'idée, mais je mets ça disponible sur Internet. Et à partir de là, n'importe qui pouvait construire une application intelligente qui se connectait à ces données. Et c'est un coup de génie, parce que plutôt que développer des applications sur mes données, je laisse les autres développer des applications. Ensuite, il a retiré, pour je ne sais pas quelle raison, mais heureusement, il les a réouvertes récemment. Et ça aussi, ça fait partie de l'innovation. Hein. Quand on manipule l'information, quand les objets ont des informations, typiquement, si demain on a une puce qui dit justement combien il y a de cycles, il ne faut surtout pas que cette information soit fermée. Il faut qu'elle soit ouverte et disponible. Et à ce moment-là, l'entreprise qui fait ces objets doit faire des concours, hein, ça s'appelle des hackathons ou des apps forts, hein, dire, ben voilà les mecs, moi je suis une entreprise, j'ai fabriqué un objet, cet objet, il ouvre ses données. Eh bien, tiens, j'organise des concours et je laisse la liberté se créer. Et je suis sûr qu'il y aura des tas de gens qui vont développer des applications auxquelles même l'entreprise n'aura jamais songé. Et donc, ça sera génial parce que ça fera libérer la créativité, ça fera plus de services et puis surtout, ça fera une économie pour des petits jeunes créateurs, quoi. On a ouvert la boîte et elle va loin. Hein, oui, il faut faire confiance finalement à la créativité des gens. Parce que clairement, on s'en rend compte tous les jours à travers les sites de crowdfunding, de recherche participative de fonds. On se rend compte que la créativité des gens est sans limite. Sans limite. Donc il faut, là je rejoins parfaitement, il faut ouvrir la data. Parce qu'on va, en croisant certaines datas, on va créer de nouvelles interactions possibles, de nouvelles applications. Donc c'est vraiment nécessaire et je dirais presque obligatoire. On n'est pas devin, mais en tout cas dans la vision au long terme, il y a vraiment une belle histoire encore à raconter avec le monde. Exactement. Et puis moi je vais même très loin. Dans beaucoup de cas de figure, il ne faut même plus faire de brevet. Et d'ailleurs, Barenton, enfin dans le propos de Barenton, confiseur, qui est un livre de management écrit en 1936, l'auteur Auguste de Theuve disait « Ce ne seront pas vos brevets qui vous protégeront de la concurrence, mais votre rapidité d'exécution ». Or aujourd'hui, on a l'opportunité, avec l'innovation ouverte, avec le réseau, d'aller très très vite sur faire des trucs et des trucs ouverts. Et les trucs ouverts, c'est la libération de la créativité. Et donc, c'est quelque part le support d'une économie de flux où on s'enrichit non pas parce qu'on a des brevets et qu'on crée de la rareté, modèle d'Universal et des autres, mais parce qu'au contraire, on fait des tas de choses qu'on échange, qu'on ouvre, des usages qui se révèlent et des choses comme ça, quoi. Et donc, une économie beaucoup plus sur le flux. C'est Deezer avec la musique. C'est Deezer, c'est Spotify, c'est exactement ça. C'est prendre Cobuz. Oui, voilà. C'est prendre en considération la réalité pour trouver un nouveau modèle économique et qui peut fonctionner et qui fonctionne. Merci à tous les deux. Je crois que nous étions connectés au sujet. J'espère que nous avons été intéressants. Merci. En tout cas, merci beaucoup Serge Soudoplatov. C'est toujours aussi passionnant d'écouter vos propos. Merci beaucoup Ludovic. Merci Serge. J'étais ravi de vous rencontrer. Ouais. Bonne journée au salon. Merci.